Bonjour, bonsoir et bienvenue à Un Monde Sain, le programme de 6 semaines qui va vous révolutionner votre santé. Moi, je suis Anne du blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan, veggie magnifique. Et ma co-animatrice, c'est Noémie Demey. Noémie, je te laisse te présenter. Merci Anne, bonsoir à tous, je suis Noémie, alias Mimi, surnom donné par mon papa, qui c'est son anniversaire d'ailleurs, bon anniversaire. Et je suis la fondatrice du blog de recettes Mimi's Ali, Mimi's Delicacies, où je partage mes recettes véganes et sans gluten. Je suis également nutritionniste holistique. Génial. Et aujourd'hui, on a des invités, toutes qui commencent avec la lettre A. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est juste drôle. Donc on a Andrea Aqual, encore une fois. C'est une ancienne danseuse de danse classique ainsi qu'instructrice de Food for Life. Aussi, c'est une responsable d'une garderie qui donne la nourriture végane aux enfants. Et puis aussi, on a le docteur Adeline DeWitt, c'est une gynécologue ainsi qu'obstétricienne. Aussi, on a Archana Nagalingam. Elle, c'est une praticienne d'Ayurveda ainsi qu'une experte dans la cuisine végétale. Bien sûr, comme toutes les semaines, on a Anne-Marie Roy, diététiste et nutritionniste. Et elle est aussi dans les commentaires. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle est là. Et puis aussi, on a bien sûr notre cher Neil Barnard, le docteur, qui nous accompagne dans ce programme formidable. Et c'est le 5e classe, donc il nous reste encore une classe. On est déjà triste, mais on est vraiment enthousiaste pour aujourd'hui. Alors, Noémie, la suite. La suite, alors, lorsqu'on change ses habitudes alimentaires, on pense souvent au repas du midi, au repas du soir, on fait nos planifications de repas, mais on ne pense pas souvent au snack à l'encas, comme on dirait en français, que l'on va avoir. Alors arrive l'heure du 4 heures et ce sentiment de panique à savoir qu'est-ce que je vais manger. Et là, il y a le risque de se jeter sur tout ce qui bouge, même si ce n'est pas très vegan, j'en conviens. Et donc, c'est important aussi de planifier ce repas que je considère en réalité comme un repas, parce qu'il est vrai qu'en France, en tout cas, vous me direz Anne-Marie, si au Canada, c'est la même chose, mais l'heure du goûter est quand même une heure assez sacrée. Alors, avec Anne, on va vous partager quelques idées de goûter pratiques, saines et savoureuses, bien entendu, comme toujours. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me direz si vous le voyez correctement. Euh, alors, ici. Est-ce que tu vois mon écran? Pas encore? Juste Ah, ici? oui, parfait. Super. Alors, quelques idées simples, rapides, efficaces, qui plairont, je pense, à toute la famille. Donc, vous avez les Apple Nachos, donc les nachos de pommes. Ça rend quand même assez bien. J'aime beaucoup le nom. On a l'impression de manger quelque chose de pas super bon pour nous, mais en réalité, c'est très bon pour nous et c'est bon pour notre santé et c'est délicieux. Donc, il suffit de couper des lamelles de pommes, de mettre du beurre d'amande, du beurre de cacahuète, celui que vous préférez, avec quelques pépites de chocolat et des flocons de noix de coco. Un régal. On a les barres de céréales. Alors, j'ai beaucoup de recettes de barres de céréales sur mon site internet qui sont sans cuisson et sans gluten afin de pouvoir satisfaire le ventre de tout le monde. En l'occurrence, celles-ci ont une purée de pumpkin, de citrouille avec des morceaux de pommes. Ensuite, alors là, ça fait très Saint-Valentin, mais vous pouvez lui donner une forme de rond si vous n'avez pas très envie de cet esprit Saint-Valentin. Ce sont des cups noix de coco. Alors, on a une base de chocolat fondu avec ensuite de la noix de coco et de la poudre d'amande. Donc, c'est très riche en protéines et c'est très gourmand. Ensuite, on a les dattes. Mon snack préféré, personnellement, je le fais toutes les semaines. Je vous conseille de prendre pour faire ce snack des dattes de Medjool qui sont beaucoup plus épaisses, qui ont plus de goût caramel aussi. Il suffit de l'ouvrir en deux, de mettre un peu de beurre d'amande ou du beurre de cacahuète, encore une fois, et du chocolat, direction congélateur. Et voilà, on a un snack qui suffit de sortir 5 minutes à l'avance. Bon, celui-ci, c'est quand même aussi mon préféré parce que je l'ai tous les jours. Les carottes et le houmous. Même quand on a des invités, c'est quand même quelque chose qui marche tout le temps. La carotte et le houmous. Les pois chiches grillés. Et c'est très, très simple à réaliser. Il suffit de mettre du paprika, des épices de votre choix, du cumin, par exemple, même de la cannelle, pourquoi pas, du sel, de l'huile d'olive, direction le four. Alors, c'est vrai qu'il faut enlever la petite pellicule blanche, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais il suffit de faire avec quelqu'un et vous aurez un snack délicieux en très peu de temps. Et enfin, les chips de kale. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire le kale,
c'est pas trop mon truc, mais lequel n'est pas votre ennemi, les amis, puisqu'en réalité, lequel, déjà, au niveau nutritionnel, tellement bien fait. En plus, c'est quand même délicieux parce qu'il suffit de le faire griller. Il ne faut pas le faire bouillir à l'eau. Là, c'est un peu plus ennuyeux. On le fait griller au four, on enlève la tige épaisse, on le fait griller avec de l'huile d'olive, de la levure nutritionnelle. On se retrouve avec un encas absolument délicieux. Et voilà, pour ce qui est de mes encas, c'est ce que j'ai à peu près, on va dire, toutes les semaines, j'ai ce genre d'encas parce que moi, je ne peux pas faire sans l'heure du goûter personnellement. Anne, est-ce que tu te retrouves dans certains encas toi aussi? Est-ce que tu en as d'autres Ah à oui, proposer? c'est clair, c'est clair. Zoe, can you show the image? Donc pour moi, en fait, je suis déjà quelqu'un qui adore les encas, juste de manière générale. Mais là, je suis une jeune maman allaitant, donc je prends des encas genre tous les jours, toute la journée. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors, euh, the image. Hmm. Ok, well, je vais vous parler de It's toute façon. coming. Ok, ça vient les images de mes snacks préférés. Mais euh, je pense que la première page, c'est les smoothies. Ok, oui, ok. C'est des choses très simples. Moi, je dois dire que je mange aussi les mêmes snacks que Noémie. J'adore tous ces snacks aussi. Euh, J'adore tous les snacks, hein, il faut dire. Mais les noix, les fruits secs, c'est vraiment quelque chose facile et ça me donne beaucoup d'énergie d'un coup comme ça. Donc, ça s'appelle trail mix en anglais. Donc, on peut mettre genre des abricots secs ou on peut mettre des raisins secs ou quelque chose avec des noix. Moi, j'adore les noix de cajou. C'est mon noix préférée. C'est crémeux, j'adore. Et puis après, les cookies sains. Donc ça, en fait, c'est une recette que j'ai sur le blog Veggie Magnifique, Devonshire Coconut Chews. Je vais essayer de filmer une vidéo pour vous pour la semaine prochaine en partageant la recette en français. Mais c'est des cookies sains. Il y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre raffiné. C'est vraiment quelque chose, un délice. Parce qu'en ce moment, parfois j'ai bien besoin des calories. Si vous êtes une maman allaitant, vous comprenez. Next page, please. Et puis, moi, je suis assez simple. J'adore les fruits. Si je pouvais manger des fruits toute la journée, je le ferais. J'adore les fruits. Sauf que, bien sûr, je mange autre chose avec un peu plus de protéines, etc. Et donc, dans ce cas, les smoothies sont chouettes parce qu'on peut ajouter des grains de chanvre dedans. On peut ajouter même la purée d'amande. Bien sûr, les feuilles vertes. Hein? Si vous n'êtes pas très genre salade ou même chou kale, si vous le mettez dans un smoothie, je vous jure que ça change et c'est magiquement beaucoup mieux parce qu'on met de la banane, on peut mettre, enfin, en fait, c'est ce que vous voulez et j'aime bien parce que ça me donne beaucoup d'énergie et c'est assez vite à faire avec un bon blender. On met tout dedans et voilà. Et je pense vraiment les snacks sont importants comme Noémie a dit parce que euh, quand on a faim, on a un petit creux et on n'est pas préparé. C'est clair que parfois on va prendre quelque chose qui n'est pas aligné avec nos buts. Donc, C'est la dangereux. pré... Ouais, c'est ça. La préparation, c'est vraiment la clé. Et puis la deuxième chose que je dirais à propos de ça, c'est de signifier les plats que vous préférez déjà. Par exemple, moi, j'adore les cookies. Et donc, je fais une recette de cookies en forme de cookies, mais qui est quand même sain. C'est quand même un espèce de boule, une boule d'énergie que j'ai mis au four, en fait. Et comme ça, je me régale, mais quand même, je sais que je mange sainement. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Thank you, Zoe. Et puis donc maintenant, Noémie va nous présenter quelque chose de très Mhm. sain, mais aussi très délicieux. Ouais. Et ce que j'aime avec tous ces snacks, les tiens et les miens, c'est que on prouve bien encore une fois que c'est possible de se faire plaisir tout en prenant soin de soi. C'est ça. Et c'est ça que j'adore. Parce que Ah, sinon, moi ce aussi. serait vraiment triste. Ah oui, grave, c'est clair. Et on va vous montrer une autre fois encore avec la recette qui suit, une recette de pancake que je fais assez régulièrement, qui est sans gluten, mais vous pouvez la faire avec du gluten. Je vous l'expliquerai durant la recette et qui est sans sucre raffiné. Zoé, can you put the recipes, please? Ça arrive tout de suite.
Coucou les amis, la recette que je vous propose aujourd'hui est une recette végane bien entendu, mais aussi une recette sucrée. Malgré tout, elle ne comporte aucun sucre raffiné, elle est en plus sans gluten. Dans un saladier, mélangez 80 g de farine de pois chiche avec 80 g de farine de riz, de la levure chimique, du sel et on mélange le tout. On mélange bien. Ensuite, j'ajoute de la poudre de maca. La poudre de maca a un petit goût caramel. Elle est ensuite très bénéfique pour soulager, par exemple, les symptômes liés à la ménopause, régulariser le cycle menstruel. Donc, on n'hésite pas à en mettre. On ajoute du lait végétal, celui de votre choix, 200 millilitres. Moi, j'utilise du lait d'avoine. On mélange le tout pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Alors, vous verrez que c'est assez épais. Je vous rappelle, les amis, que ce ne sont pas des crêpes que l'on est en train de faire, ce sont bien des pancakes, donc c'est normal que ce soit épais, n'ajoutez pas de lait. En revanche, ajoutez un petit filet d'huile d'olive et votre plus belle poêle. On prend une louche, une belle louche, et on commence à faire les pancakes. Ne les étalez pas trop, ce sont des pancakes. On les laisse cuire de chaque côté environ 3-4 minutes. On les retourne, vous voyez comme ils sont dorés à souhait. On retourne au petit accident, c'est pas grave, ce sera bon quand même. On ajoute des pépites de chocolat, pourquoi pas, j'utilise du chocolat noir qu'on va mettre dans le centre de nos pancakes. Je pense que ça va plaire aux enfants ainsi qu'aux adultes. Regardez-moi ces pancakes super moelleux malgré qu'ils soient sans gluten, c'est possible. Une belle pile de pancakes à savourer le dimanche matin avec un filet de chocolat fondu. Vous verrez, vous voyez, on n'a mis aucun sucre, mais avec le chocolat, ce n'est pas nécessaire de mettre de sucre puisque ce sera déjà assez sucré. On ajoute des myrtilles sur le dessus et nous avons une recette, un petit déjeuner parfait pour commencer le week-end. Vous retrouvez cette recette d'ailleurs sur mon site Mimi's Delicacies. Merci. Ça donne trop envie, Noémie. N'est-ce pas? Avec le chocolat, c'est bien. Chocolat qui fond. On est fan de chocolat personnellement. Ah. Alors, après la recette des pancakes, un sujet un peu plus sérieux mais très important avec Neil Barnard, les aliments pour la prévention du cancer et la survie. Neil, c'est à toi. Oui, merci Noémie, merci Anne. Dans les cellules du corps, l'ADN contient l'information génétique permettant le fonctionnement du corps, mais l'ADN peut être endommagé. Les coups de soleil, par exemple, peuvent endommager l'ADN de la peau, ou fumer peut endommager l'ADN dans les poumons. Et si l'ADN est endommagé, les cellules défectueuses peuvent se multiplier et se propager, et ça, c'est le cancer. Mais la plupart des cas des cancers n'ont rien à voir avec la lumière du soleil et le tabac. Par exemple, le cancer du côlon. Je voudrais partager mon écran. Okay. Si on parle de cancer colorectal, l'intestin ne passe pas du temps dans les salons de bronzage et ne fume pas, mais en 2015, l'Organisation mondiale de la santé a précisé que chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement accroît le risque de cancer colorectal de 18%. Qu'est-ce que c'est la viande transformée? C'est le jambon, les saucisses et même les saucisses de volaille. Et cela nous donne un pouvoir parce que si l'on fait autre choix, on peut réduire le risque. Et il y a 20 ans, les chercheurs au Japon ont découvert que plus on boit de lait, plus le risque de cancer de la prostate augmente. Est-ce que c'est vrai? Aux États-Unis, à l'université Harvard, des chercheurs ont suivi l'alimentation de 20 885 médecins et c'était exactement la même chose. Plus on boit du lait, plus le risque de cancer de la prostate augmente, ce qui n'était pas tout à fait une surprise parce que 2 ans plus tôt,
on a trouvé exactement la même chose. 2 portions de lait par jour augmente le risque de cancer de la prostate de 60%. Et en 2016, une méta-analyse a combiné les résultats de 11 études et a trouvé qu'une seule portion de lait consommée quotidiennement augmente le risque de cancer de la prostate de 43%. Pourquoi? Une possibilité, c'est que le lait contient une substance qui s'appelle IGF-1. Et IGF-1, c'est dans le lait. Mais ce qui est plus important, c'est que la consommation de lait entraîne la production de IGF-1 dans le cœur. Et l'IGF-1 stimule la croissance du veau et fait exactement la même chose chez les cellules cancéreuses. Et l'IGF-1 est associé avec le cancer de la prostate et aussi du sein. Voici une étude publiée en 2020 en Californie et on peut voir sur l'axe X, plus on boit du lait, plus le risque de cancer du sein augmente. Et même chez les patientes atteintes déjà d'un cancer du sein, plus on mange des produits laitiers, surtout les produits laitiers riches en matières grasses, fromage, beurre, plus le risque de mortalité augmente. Et des chercheurs suédois ont aussi trouvé la même chose chez le cancer de l'ovaire. Donc, si on boit lait de soja, c'est exactement le contraire. Grâce, on pense, aux isoflavones. Ce sont des substances naturelles dans les graines de soja et qui peuvent réduire le risque de cancer. Mais il y a un mythe qui dit exactement le contraire. Et en fait, la Fondation contre le cancer en Belgique a dû préciser la rumeur selon laquelle le soja pourrait favoriser l'apparition d'un cancer du sein circule depuis déjà quelques temps. Mais cependant, selon la Fondation, les études ont permis d'établir que la consommation de soja n'augmente pas le risque de cancer du sein. Au contraire, le fait d'en avoir consommé durant l'enfance apporterait même un certain degré de protection. En fait, en 2008, une méta-analyse de 8 études chez les Asiatiques et les Américaines d'origine asiatique ont trouvé que la consommation élevée de produits de soja peut réduire l'incidence de cancer du sein. Et pour les femmes déjà atteintes d'un cancer du sein, le lait de soja et d'autres produits de soja peuvent réduire le risque de mortalité. Et c'est même le cas pour les cancers négatifs pour les récepteurs aux estrogènes ou positifs pour les récepteurs aux estrogènes. C'est-à-dire le soja peut réduire le risque et réduire la mortalité. OK. Et c'est une bonne idée de choisir les aliments avec des couleurs. L'orange, c'est le bêta-carotène. Le rouge, lycopène. Et le violet, anthocyane. Ce sont des antioxydants. Donc, si on choisit des fruits, des céréales, d'autres aliments colorés, et si on évite la viande, les produits laitiers, on peut réduire le risque de cancer. Merci beaucoup. Merci Neil. Oh, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle parce que c'est clair que les gens ont peur du soja, mais c'est formidable et c'est délicieux. On peut faire tellement de choses avec. Alors ensuite, on va parler avec Arsena Nagalingam. Et je suis ravie qu'elle soit avec nous parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup pour la cuisine végétale et donne des cours de cuisine
en cuisine végétale et elle est aussi praticienne en Ayurveda et elle a un cours super intéressant. Donc, Arshana, bienvenue. Merci, bonjour, Bonjour, bonsoir. 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 Est-ce que tu pourrais partager un peu de ton histoire, qui tu es? Et je pense que les gens seront contents de savoir. Ouais, super, merci. Donc, je m'appelle Archana, j'habite à côté de Paris et je suis praticienne en Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne dans laquelle on a une approche très préventive et complémentaire à la médecine classique, où on va vraiment aller chercher les causes des problématiques de santé quand il y en a et sinon vraiment conseiller au quotidien d'avoir une alimentation, une hygiène de vie qui soit adaptée à chacun, parce qu'on part du principe que chaque personne est vraiment unique et qu'il n'y a pas une manière générale de traiter tout le monde ou de manger. Il y a vraiment des choses qui sont très spécifiques à chacun. Et donc, moi, je prends beaucoup de plaisir à recevoir les gens en face à face pour discuter de ça. Et comme tu l'as dit, j'anime aussi des ateliers de cuisine végétale parce que je suis passionnée, un peu comme toi, je pense. Là, ça fait 10 ans que j'ai basculé vers une alimentation végétale pour multiples raisons qu'on pourra détailler. Et c'est un vrai plaisir pour moi de découvrir ça encore aujourd'hui. Après 10 ans, il y a encore des aliments que je découvre, des recettes. Enfin, c'est sans fin, c'est super original et innovant. Donc, une fois qu'on a mis le pied dedans, je crois que c'est pas possible de revenir en arrière. C'est clair. Et ton histoire, c'est assez intéressant. Toi, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Enfin, tu as beaucoup voyagé. Et est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de comment en fait, t'as trouvé le véganisme, que tu es devenu vegan? C'était lors d'un voyage, en fait, non? Oui, en fait, déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours mangé de tout. J'ai pas du tout été sensibilisée au véganisme ni au végétarisme dans mon enfance ou ma jeunesse. Et même, ça m'arrivait de me dire, oh là là, les gens qui mangent pas de viande, ils ont pas de chance, ça doit être triste leur vie et tout. Et en fait, en allant aux États-Unis, c'est là-bas que j'ai été envoyée pour du boulot pendant quelques temps. J'étais très malade en fait au bout de quelques mois. Je supportais rien, j'étais pas bien, je digérais pas et tout. Et en fait, c'est en allant voir un ostéo parce que j'avais très mal au dos à force de me cambrer tout le temps, de me crisper au niveau du ventre. J'ai eu de la chance parce que sa femme était nutritionniste et en fait, ensemble, ils m'ont expliqué que peut-être une alimentation végétale serait beaucoup plus douce sur le système digestif. Et je me suis rendu compte que, effectivement, très rapidement, ça me faisait énormément de bien. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'aux États-Unis, malheureusement, il y a beaucoup de produits avec des hormones et des choses qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc là, il y a dû avoir quelque chose qui a changé dans mon alimentation sans vraiment que je m'en rende compte. Et à côté de ça, il y avait aussi le fait que peut-être j'avais beaucoup de stress de par le nouveau boulot, etc. Et ça aussi, ça coûte beaucoup. Et en fait, ça a été vraiment un déclencheur pour moi pour me rendre compte que on ne pouvait pas faire le distinguo entre l'alimentation et la santé, que c'était vraiment complètement lié et il y avait un truc qu'on pouvait soi-même régler tout simplement en changeant son alimentation. Et donc très vite, j'ai adopté une alimentation végétale. Et ouais, ça a été génial pour ça parce que j'étais très curieuse et moi j'aime beaucoup le sucré. Et donc très rapidement, j'ai trouvé ça très fun et très rigolo de pouvoir faire des gâteaux et des pâtisseries sans œufs, sans beurre, etc. Et de même bluffer les gens en disant, tiens, j'ai fait un gâteau. Et en fait, les gens ne se rendent même pas compte que c'est vegan et c'est super bon et super bon aussi pour la santé. Donc, il y a un double effet qui se coule, quoi, C'est dans le clair. sens où c'est bon pour tout le monde. Et puis après, bien sûr, on prend conscience de la souffrance animale, de l'impact sur la planète et toutes ces choses-là qui sont complètement incroyables. Enfin, c'est fou parce que je peux dire maintenant que j'en étais pas consciente avant d'être végane. Et en le devenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sensibilisé à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire l'impasse de continuer de manger de la viande à plusieurs repas. Il est important de diminuer, voire d'abandonner si on peut. Et c'est tout un travail personnel aussi. C'est vraiment chacun son chemin. Moi, je dis, ça prend du temps et il faut être très euh, prêt à le faire et très motivé aussi. Donc, c'est chouette que vous proposiez ça parce que voilà, il y a plein de recettes disponibles, c'est super encourageant et on voit toutes les études scientifiques derrière et c'est super important de prendre conscience de l'importance de l'alimentation dans la santé. Ah oui, bah, et changer d'alimentation.
En fait, ça change ta vie. Ouais, Surtout quand tu complètement. changes vers une alimentation végétale. Je sais que pour moi et Noémie, on a partagé nos histoires avant, c'est clair que ça vraiment, ça te change la vie. Parce que comme tu as dit, on apprend sur les questions éthiques, écolo, et puis personnelles, puis de l'énergie. C'est formidable en fait. Mais je voulais te parler aussi de l'Ayurveda et un peu les cohérences et les liens entre l'Ayurveda, aussi l'alimentation, on va dire gentille, kind diet, du véganisme. Et aussi, euh, quand est-ce que tu as découvert, peut-être tu connaissais un peu avant, mais ta transition vers devenir une praticienne d'Ayurveda et un peu sur l'Ayurveda avec tout le monde. Oui, alors l'Ayurveda, c'est vrai que moi, ça fait un peu partie de ma culture parce que je suis d'origine sri-lankaise et ma grand-mère, elle était guérisseuse dans son village. Euh, mais je l'ai connue très tard et en fait, à l'époque où je l'ai connue, ça m'a titillée, mais pas non plus au point de vouloir en faire mon métier. Donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai bossé pendant longtemps comme dans l'informatique en fait. Et c'est en allant en Inde en 2015, encore une fois, un voyage qui m'a mené de nouveau vers mes racines, vers l'Ayurveda, et où je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point ça colle avec mon cheminement aussi par rapport au véganisme, où dans l'Ayurveda, on prend conscience que ben, l'individu est connecté, est complètement lié à l'univers, à la nature, on fait vraiment partie d'un tout, et tout ce qui se passe dans notre corps est vraiment symbole de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, quand on est aligné, quand on est en harmonie à l'intérieur de soi, ça crée une harmonie dans le monde et c'est génial. Et en fait, ça colle complètement avec les principes du véganisme où on est vraiment dans une sorte de respect de la nature, du vivant, des animaux, de la planète. Et pour moi, c'était génial de pouvoir combiner les deux et de pouvoir m'aligner là-dessus. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Ayurveda, dans son essence, c'est pas forcément vegan ni végétarien. Par contre, comme c'est une science millénaire, c'est vraiment, je pense, il y a 5000 ans que ça a commencé à apparaître dans ces pays-là, euh, on n'était pas du tout dans le même monde qu'aujourd'hui. Il y avait pas, les animaux, ils n'étaient pas maltraités comme on le fait aujourd'hui. La planète, elle n'était pas aussi détruite par les pesticides et toutes les choses chimiques qu'on peut retrouver dans les sols actuellement. Et donc, on ne prenait pas forcément le végétarisme, même si on disait que c'était une manière la plus saine de manger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, si on devait calquer l'Ayurveda, c'est évident que on peut plus manger comme ça. Et donc, si on veut avoir un mode de vie qui soit en adéquation avec cette histoire d'harmonie avec la nature, on ne peut que manger essentiellement végétal. Et, et ça, c'est essentiel pour moi. Mm. Oui, oui, je suis d'accord. Et c'est beau ça parce que, enfin, cette manière holistique de voir les choses, je trouve, c'est assez inné dans une alimentation végétale de voir toutes les choses holistiquement, hein, parce que, comme on a dit, hein, c'est lié. Donc, euh, donc j'adore ça. Et parlons des choses végétales. On va partager, enfin toi tu vas partager avec les spectateurs une recette pour une Oui. soupe. Et Arsena a filmé une vidéo pour nous et elle va nous raconter comment faire cette magnifique recette, bien simple mais super nourrissante. Alors Mm. Zoe, can you play Arsena's video please? Ouais, je vais commenter en même temps. Super, parfait. En fait, c'est une recette qu'on peut faire avec plein d'ingrédients différents selon la saison. Là, j'ai pris des brocolis, haricots blancs, champignons et des pâtes de type torsade. Mais on pourrait vraiment prendre les pâtes qu'on veut. C'est au choix. Pareil pour les brocolis, en ce moment c'est la saison en France, mais si on se retrouve à faire cette recette en été, on pourrait faire avec de la courgette, euh, on pourrait même mettre du poireau en ce moment. Donc il y a vraiment une facilité à faire cette recette avec plein de choses différentes. Si on n'aime pas les champignons, bah, on peut peut-être mettre autre chose, du tofu. Il y a vraiment plein de choix possibles. En, en préparation, c'est super simple. Il y a juste à couper les légumes. Là, je mets une petite panier pour faire cuire vapeur. Moi, j'aime bien. C'est un de mes accessoires préférés pour faire la cuisson vapeur quand on n'a pas beaucoup de place chez soi et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un gros cuiseur vapeur ou quoi.
Donc, on découpe d'abord tous nos légumes. Si on veut aussi, pour le goût, on peut rajouter de l'ail, du gingembre frais. Ça, c'est vraiment aussi selon ce qu'on aime. Et là, mon petit truc, c'est le cube miso. On trouve ça partout, je pense, maintenant. C'est la sauce miso, mais comme un bouillon, en fait. On pourrait même mettre un bouillon de légumes, mais je trouve que ça a un petit goût supplémentaire qui est très sympa. Et si on n'en a pas, bah pareil, on peut mettre de la sauce soja, tout simplement, avec quelques épices. Ça peut très bien faire l'affaire, un peu de sel pour saler un petit peu. Enfin, maintenant, même pas. Quand on met de la sauce soja, il n'y a pas besoin de sel. Donc là, on a juste à faire bouillir les légumes d'un côté. Et dans l'autre, on va mettre, cuire vapeur. Et dans l'autre, on fait bouillir l'eau avec les champignons ici, le cube miso. Et on rajoute les pâtes, comme si on allait cuire des pâtes. Et c'est une soupe très nourrissante parce qu'on va retrouver des céréales, des légumineuses, des légumes cuits, quelques épices et graines à la fin, vous verrez, et des protéines puisqu'on va rajouter des haricots cuits tout à la fin. Si vous n'aimez pas les haricots, vous pouvez mettre du pois chiche, vous pouvez mettre des lentilles. C'est vraiment, encore une fois, au choix. Donc là, voilà, c'est tout simple. On met juste les brocolis dedans. Si vous n'avez pas envie de faire cuire les brocolis à côté, pareil, vous pouvez les cuire directement dans le bouillon. Moi, j'aime bien le faire à côté, comme ça que ça garde les vitamines quand on cuit vapeur. Et à la fin, comme les haricots sont déjà cuits, je les rajoute juste avec un petit filet d'huile de sésame ou d'huile de lin ou de colza pour rajouter un peu de gras, du bon gras. Et puis les petites graines de sésame, graines de courge ou graines de tournesol, encore une fois, pour rajouter des oméga 3, pour rajouter du bon gras. Donc, c'est des tout petits ingrédients qu'il faut toujours avoir chez soi, moi, je trouve, des petites graines, les huiles comme ça, pour rajouter de la saveur, rajouter de la texture et surtout des nutriments pour avoir une assiette complète. J'adore. Ça fait vraiment l'assiette parfaite comme on a partagé avec les spectateurs. C'est ça, c'est ça dans une bonne soupe, hein. Et ça donne trop envie, ça. Surtout parce que quand il fait froid en hiver, on a qu'une Ouais. envie, c'est une bonne soupe, quoi. C'est clair. Merci, Arsena. Je Tout t'en le prie. monde, chez vous, faites cette soupe et puis prenez en photo et partagez avec nous, avec Arsena. Vous pourriez taguer Arsena. C'est Boumine. Peut-être tu peux partager, en fait, ton site. Oui. Ouais, je vais le mettre dans le chat, c'est Boumine. Génial. Ouais, je vais le mettre là et puis comme ça, ils pourront me suivre. Parfait. Parfait, Merci. parfait. Oui, merci à toi. Alors, on va Merci. parler davantage avec Arshana ainsi que les autres invités parce que, en fait, on va avoir une bonne discussion sur le régime végétalien pour les femmes enceintes ainsi que les enfants. Et c'est assez important. Et Arshana, elle est maman, elle a eu une grossesse végétale. Moi aussi, je suis maman depuis très peu de temps. Et puis, on a aussi Anne-Marie Roy, qui est diététiste et nutritionniste, et puis Andrea Aqual, qui va faire partie, ainsi que Adeline De Witt, qui est aussi maman. Donc tout le monde, on enlève le mode silencieux. On va commencer avec Anne-Marie. Anne-Marie, est-ce que tu pourrais partager un peu d'informations sur une grossesse végétale et puis la parentalité végétale et les enfants et tout? C'est à toi. Merci beaucoup, Anne. Je suis bien contente d'être là parmi vous. Et il y a souvent, les mamans sont souvent inquiètes de nourrir leur enfant ou d'avoir une grossesse végétale. Et il faut vraiment aujourd'hui défaire toutes ces inquiétudes-là. Alors, je voulais vous partager un peu des informations à jour. Alors, je vais vous partager ma présentation. Alors, vous voyez bien? Alors, je veux vraiment rassurer les femmes que c'est tout à fait indiqué d'avoir une alimentation végétale pendant sa grossesse et de donner une alimentation végétale à ses enfants. Alors, finalement, l'alimentation végétale est idéale pour toute la famille. Et juste pour vous rassurer, il y a une très grande association de nutritionnistes aux États-Unis qui s'appelle l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui ont décidé de faire une position sur l'alimentation végétale. Et j'aimerais vous la partager, cette fameuse position. Alors, ce qu'on dit en général, c'est qu'une alimentation végétalienne, si elle est bien planifiée, alors c'est bien important, le bien planifié,
C'est une alimentation qui est tout à fait bénéfique, qui fournit tous les nutriments nécessaires. Et on rajoute que ça amène des avantages dans la prévention et même le traitement de certaines maladies. Alors, on ne devrait pas avoir peur d'une alimentation qui traite les maladies, n'est-ce pas? Et on rajoute même que le régime végétalien est adapté pour toutes les étapes de la vie, autant la grossesse, l'allaitement, l'enfance, l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, évidemment. Et non seulement que c'est adapté, mais c'est même favorable pour la grossesse. Donc, on dit que les femmes qui adoptent une alimentation végétalienne pendant la grossesse, ça aide à réduire l'excès de poids pris souvent pendant la grossesse et ça aide aussi à prévenir certaines complications. Les femmes végétaliennes ont moins de diabète, moins d'hypertension artérielle, prééclampsie, moins de césarienne, de mortalité néonatale, maternelle, même moins de dépression postpartum. Donc, c'est vraiment positif. Et les enfants qui vont se nourrir de façon végétale vont avoir moins de surpoids et risquent d'être en meilleure santé à l'âge adulte également. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires d'horreur. Malheureusement, ça arrive des cas d'enfants qui peuvent même en mourir. Là. Mais c'est souvent ce qu'on transmet dans les médias, c'est des bébés qui ont eu de la malnutrition parce que les enfants les ont nourris, les parents les ont nourris avec de l'eau de coco ou des patates écrasées ou des fois, au lieu de donner du lait maternel, on va donner de la boisson de riz, ce qui n'est pas du tout indiqué. Donc, oui, il y a des parents qui sont irresponsables, mais de façon générale, au contraire, il faut encourager les mamans à aller vers une alimentation végétale. J'ai fait un petit tableau ici pour montrer que certains nutriments qui sont importants, et je veux vraiment spécifier que les femmes qui vont vers une alimentation végétale n'ont pas à avoir plus de connaissances qu'un omnivore. Il n'y a pas plus de risque de carence. Au contraire, les omnivores ont des carences de plein de choses. Les omnivores ont des carences en folate, en magnésium, en potassium, en fibres, en antioxydants. Mais ça ne veut pas dire que les végétaliennes doivent quand même se préoccuper de certaines choses. Alors, j'ai fait un tableau ici sur certains nutriments qui sont importants. Et Adeline, gêne-toi pas pour intervenir s'il y a certaines choses, comme par exemple les folates. Hein? On recommande souvent aux mamans les mois avant la grossesse de prendre beaucoup de folates pour éviter le spina bifida, pour la formation, une bonne formation du tube neural. Alors, il y a possibilité d'aller chercher beaucoup de folates dans l'alimentation. Les légumes verts, entre autres, les légumineuses en contiennent. Mais souvent, on recommande les suppléments d'acide folique ou... bon, ça, il y a beaucoup de controverses là-dessus, à savoir est-ce qu'on devrait prendre de l'acide folique ou des folates. Ça, c'est un gros sujet, mais disons qu'il faut s'assurer d'avoir un bon apport en folates les mois avant la grossesse. Mais je vous dirais, l'élément principal à se préoccuper, c'est le fer. Parce que les besoins en fer sont très grands pour la femme enceinte. On dit même que ça peut être doublé. Et c'est ici que c'est très important pour la femme enceinte d'avoir dans son alimentation beaucoup de fer. Et les sources de fer, c'est les légumineuses, c'est les noix et graines, il y a le quinoa, il y a plusieurs légumes aussi qui sont riches en fer. Mais ce qui est très important, c'est de stimuler l'absorption du fer. Le fer non hémique a besoin de vitamine C pour être bien absorbé. Alors, à tous les repas, on recommande d'avoir une très bonne source de vitamine C pour, ça peut même doubler, même multiplier par 4 ou 6 fois l'absorption du fer. Et moi, j'encourage beaucoup les femmes à prendre du poivron, brocoli, des fraises, des agrumes. Je pense que vous connaissez quelques sources de vitamine C. Et c'est très important aussi pour le bébé, le jeune bébé de 6 mois à 1 an, d'avoir une alimentation très riche en fer. C'est très préoccupant, le fer, parce que le lait maternel ne contient pas de fer. Alors, le bébé a quelques réserves de fer qu'il a eu pendant sa grossesse, mais il faut vraiment s'assurer que le bébé, à partir de 6 mois, ait des bonnes sources de fer.
Ça peut être des céréales enrichies de fer aussi là-dedans. Le zinc et le calcium sont aussi deux nutriments importants à regarder chez la femme enceinte et chez le bébé aussi. Mais en général, lorsqu'on a une alimentation riche en fer, on a une alimentation riche en zinc aussi. Le calcium, je pense qu'on en a déjà parlé, mais il y a plusieurs très bonnes sources de calcium dans l'alimentation végétale, dont les choux. On parlait du kale tantôt, qui est une très bonne source de fer, de calcium. Les boissons végétales enrichies de calcium sont très bonnes sources. Le tofu, particulièrement celui qui a été coagulé avec du sulfate de calcium, ça c'est une mine de calcium. La graine de sésame, le chia, la mélasse. Alors, il y a beaucoup de bonnes sources de calcium dans l'alimentation végétale. Certains suppléments sont importants. La vitamine D pour absorber le calcium. Puis ça, ce n'est pas spécifique aux femmes végétaliennes. Hein. Un omnivore doit s'assurer d'avoir sa vitamine D aussi. La vitamine B12 est prioritaire chez la femme enceinte. Elle doit s'assurer d'avoir une bonne source un supplément de vitamine B12, la cyanocobalamin idéalement, parce qu'il y a des conséquences graves d'être carencé en vitamine B12 et pendant la grossesse. Les oméga-3 aussi sont essentiels pour former le cerveau et la rétine de l'œil et le système nerveux des bébés. Alors, on recommande des suppléments de DHA. Ce n'est pas encore une recommandation officielle, mais de plus en plus de spécialistes recommandent d'avoir un supplément d'oméga-3 à chaîne longue, c'est-à-dire le DHA et le EPA, et l'iode aussi. À l'époque, on avait beaucoup de crétinisme, c'est-à-dire les femmes qui avaient des carences en iode accouchaient d'enfants atteints du crétinisme. C'est très important, l'iode, pour la formation du cerveau du bébé. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, des femmes enceintes qui vont prendre du sel non iodé et ça peut être risqué à ce moment-là d'avoir une carence en iode. Alors, de s'assurer d'avoir soit des algues, du sel iodé ou de prendre un supplément. Et finalement, je voulais juste parler comme le gras. On sait que les adultes n'ont pas besoin de grandes quantités de gras. On recommande une alimentation faible en gras. Mais les bébés, par contre, surtout au début de leur vie, là, à moins de 3 ans, ont besoin de plus de gras qu'un adulte. Donc, c'est là que ça devient important de donner beaucoup des avocats, des noix et graines aux bébés. Et les protéines aussi sont quand même importantes chez la femme enceinte et le bébé. Donc, s'assurer encore là d'avoir une belle grande diversité de légumineuses, tofu, noix et graines. Alors, ce n'est pas super compliqué, là, mais il faut quand même s'assurer d'avoir une belle diversité de plantes dans son alimentation. Et juste vous transmettre quelques ressources. Si jamais il y en a qui veulent en savoir plus, il y a 2 nutritionnistes qui ont un blog qui s'appelle Plant-Based Junior, qui ont écrit de nombreux livres. Alors, si jamais vous allez en savoir plus, vous pouvez toujours aller consulter ces documents-là. Et sinon, il y a Brenda Davis, qui est une nutritionniste reconnue mondialement maintenant, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Nourish, qui est vraiment un livre spécifiquement pour l'alimentation de la famille. Alors, je ne sais pas si, Adeline, tu peux rajouter quelque chose là-dessus? J'ai beaucoup hoché pendant toute ta présentation parce que je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je le trouve très bien fait, ton petit tableau. Et faut pas que ça paraisse trop dans le sens où tu parles de beaucoup de choses, de beaucoup de supplémentation. Et tu as tout à fait raison en disant que ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation bien équilibrée, bien planifiée. Et en faisant ça, en faisant vraiment l'assiette, à penser à vos différents ingrédients, en fait, vous aurez une alimentation équilibrée. Et avec ça, il n'y aura pas beaucoup besoin de compléments. C'est-à-dire qu'on avait parlé, nous, la dernière fois, des suppléments de base pour les gens qui mangent plant-based, c'est la B12. Et pour toute femme enceinte, on va conseiller l'acide folique pendant les 3 mois avant la conception, ou au moins, parce qu'on ne sait jamais trop, et jusqu'aux 3 mois du début de la grossesse. On va donner de toute façon, de manière, classique,
à 28 semaines une ampoule de vitamine D, donc je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en France, tout le monde l'aura. Et effectivement, c'est juste à savoir que les femmes qui mangent vegan, plant-based, auront plus facilement une supplémentation en fer pendant la grossesse par des comprimés classiques tardiférons, qui sont quelque chose qu'on donne aussi globalement à des femmes omnivores, hein, parce que c'est très souvent, comme tu le disais, qu'il y a tellement de demandes pendant la grossesse qu'en fait, on doit supplémenter. Mais tout ça pour dire que globalement, si vous avez un suivi normal enceinte et que vous prenez vous votre B12 et que vous faites votre régime plant-based classiquement bien équilibré, il n'y a pas de sur-risque. Au contraire, il y a beaucoup de bénéfices à apporter et je pense que comme tu l'as notifié Anne-Marie, c'est bien de faire la part des choses entre ce qu'on lit dans les médias et parfois même ce qu'on lit nous dans la littérature internationale où en fait tout est mélangé. Dans le cas des gens qui sont véganes, mais parce que dans des pays sous-nourris avec des défauts de carence réellement, ou des gens dans des pays plutôt favorisés qui ont la chance, comme nous aujourd'hui, de pouvoir faire une alimentation éclairée, choisie et bien planifiée, où on fera attention à ce que l'on mange et on ne sera pas carencé. Très bien, merci vous deux. Niveau grossesse végétale, Arshana, est-ce que tu aimerais bien parler de ta grossesse Donc Mathis, il a peut-être 2 ans et demi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je rebondis sur ce que disait Adeline. Effectivement, pour mon cas personnel, pendant ma grossesse, je ne me suis pas supplémentée beaucoup plus que ça. J'ai simplement doublé mes comprimés Veg One qui ont la B12 et l'iode dedans, en fait. Donc ça, c'était parfait pour moi. Et au début, comme tout le monde, j'ai pris l'acide folique. Mais Mmh. sinon, j'ai simplement fait comme d'habitude, j'ai mangé vegan, comme je le faisais avec mes assiettes un peu comme tout à l'heure, assez complètes. Le seul truc, moi, que je faisais qui était bien pour moi, mais après, ça dépend des gens, c'était que je me faisais des petits repas, plusieurs petits repas dans la journée, plutôt que des gros repas 3 fois par jour, parce que je trouvais que j'avais pas forcément des gros appétits, mais j'avais envie de manger des bonnes choses saines, donc je préparais mon truc, mais au cours de la journée, je faisais vraiment des petites portions. Donc ça Mmh. m'arrivait de faire 5 repas et c'était très bien. Et effectivement, une fois qu'on mange complet et varié, moi, j'ai trouvé que c'était génial et j'ai pas eu de difficultés pendant ma grossesse. Sur la fin, pareil, j'ai pris quelques granions de fer. J'aime bien cette formule qui sont des choses naturelles plutôt que les comprimés parce que ça évite aussi d'être constipé. Souvent, il y a des personnes avec les suppléments de fer qui ont des constipations. Et avec les granions, il y avait moins ce problème-là. Donc ça, c'était par précaution aussi sur le dernier trimestre. Et t'as bien vécu quand même ta grossesse. Ah ouais, c'était C'était génial. radieuse, quoi. Ouais. Ouais, c'était vraiment parfait. J'ai eu aucune complication et je pense que l'Ayurveda aussi m'a aidé là-dedans parce que bah, en mangeant naturel avec des petites épices pour un peu rectifier le tir parfois, etc., c'était top. Oui, moi ici, c'est clair que bah, j'ai entendu des histoires de la grossesse, d'avoir mal à l'estomac et tout, mais j'étais vraiment agréablement surprise que pendant ma grossesse, j'étais vraiment bien. J'étais tellement Ouais. bien, j'étais vraiment, je sais pas, j'avais un petit creux, genre toute la journée, et donc je me faisais plaisir, je mangeais, mais je mangeais sainement, et c'est clair que quand j'avais un peu genre un chouïa de nausée, je prenais de la gingembre, et puis Mm. voilà, c'est vraiment efficace, c'est ça, et Ouais. et heureusement, je pense que comme j'ai un blog vegan, personne m'a dit quoi que ça soit. Et heureusement, personne n'a osé dire ouais, bah, il faut manger les deux. Parce que j'aurais dit non, mais attendez. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout en France, je sais quand j'ai vécu en France, c'était vraiment. Il y a un peu de difficulté, opposition, on va dire, contre ça. Mais comme on a dit avec Anne-Marie, on a vu avec Anne-Marie, euh, voilà, c'est même mieux, c'est même favorable de Mmh. manger végétal pendant sa grossesse. Et pour les enfants, donc on va parler avec Andrea, donc, qui est experte dans ce domaine parce qu'elle a une Ouais. garderie qui donne la nourriture végétale aux enfants. Andrea, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Je sais que tu as une liste d'attente, donc ça marche à merveille et tout le monde... Oui. Ah oui, c'est sûr que une garderie qui offre de la nourriture
végétal, bien, on ne le trouve pas tout partout. Et les parents, malgré que, voilà, que 2 ans, on a reçu notre premier enfant qui venait d'une famille végane. Par contre, toutes les autres familles sont omnivores, mangent même beaucoup d'œufs, de viande, certaines familles. Mais les parents apprécient énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, le temps qu'on passe à l'extérieur qui aussi les attire. Mais au niveau des enfants, ce que je trouve intéressant moi-même, c'est que ce sont des enfants qui mangent quand même de la viande, des produits laitiers à tous les jours chez eux. Mais chez nous, ce qu'on sert, c'est frais, c'est coloré, c'est 100% végétal. Et ils mangent tout avec grand plaisir. Alors ça, je trouve ça vraiment, vu que moi-même, mes enfants étaient élevés dans un monde végétal, c'était quand même, et leurs amis aussi, il y en avait plusieurs qui l'étaient, mais c'est intéressant pour moi de voir à quel point les enfants se régalent de tous ces beaux aliments. Les grains entiers, les soupes, ils adorent, ils sont excités. Et une chose que j'allais présenter, c'est un peu que mettre l'accent sur une planification quand on est enceinte pour la grossesse, c'est vraiment très aidant, pas juste pour notre grossesse, mais aussi pour l'enfant qui grandira. Parce que les tout-petits adorent, ils adorent, et ça aide beaucoup dans leur développement de savoir qu'il y a un rythme dans notre vie, un rythme de chaque jour et dans la semaine et dans l'année, et de suivre ça. C'est vraiment, ils se sentent vraiment bien soutenus avec un rythme régulier. Alors, si vous planifiez pendant votre grossesse, dans votre semaine, comme Dr. Barnard a proposé aussi dans plusieurs de ses présentations, qu'on choisit nos aliments préférés, même qui ont de la viande dedans, et on les traduit en recettes véganes, bien là, on crée un horaire de la semaine qu'on reconnaît, et l'enfant va aussi reconnaître quand il aura 1 an, 2 ans, 3 ans, il va s'habituer à manger des choses intéressantes et variées. Et c'est ça. En plus que si on peut chanter et faire une petite parole chantée et vraiment avec toute la joie qu'on a à manger, les enfants sont animés, sont excités. Alors, c'est beau à voir. Oh, c'est clair. Et les enfants, ils adorent quand c'est fun. Ils adorent aussi les animaux. Oui. Les enfants, c'est clair qu'on a tous vu des vidéos sur l'internet de lorsqu'un enfant apprend qu'en fait il est en train de manger un animal et genre ils sont un peu comment dire, horrifiés en fait de savoir que quand ils apprennent ça, c'est clair que les enfants adorent les animaux. Oui, il faut dire que pour ne pas faire peur, nous, même qu'on mange de façon végétale, on ne met pas l'accent sur ça avec les petits, mais plutôt à quel point on aime les animaux et on mange comme un lapin ou la vache, elle mastique comment. Et tu sais, on peut jouer à être les animaux qui mangent de façon végétale. Et les enfants, c'est sûr, adorent tout ce qui est vivant, que ce soit plante ou animal, et apprécient cela. Alors, on met l'emphase là-dessus. Parce que vraiment, comme j'ai dit, il y en a qui, on ne veut pas les culpabiliser, on ne veut pas qu'ils se sentent mal de retourner chez eux manger des animaux, mais vraiment juste de reconnaître que c'est beau les légumes et que c'est bon. C'est une super méthode. Oui, c'est très positif. Oui, c'est clair. Et Arshana, donc tu as un petit et donc il mange végétal. Comment il trouve ça? Je pense qu'il est, comme il voit sa maman qui cuisine tout le temps et qui adore ça, ça lui donne envie aussi. Et donc, contrairement à beaucoup d'enfants, c'est vrai qu'il adore les légumes. Il peut s'extasier devant des choux de Bruxelles alors qu'il a 2 ans. Et c'est assez cool quand même de se dire, bon, au moins là-dessus, on n'a pas trop fait de bêtises. Et ouais, il est super gourmand. Et je pense que ça vient aussi de là, le plaisir de cuisiner, de faire des choses fraîches à la maison. C'est super important au final, de ne pas juste prendre un paquet et de le réchauffer. Ça change tout, quoi.
Donc, ouais. Mais c'est clair, Oui. quand les enfants participent aussi, quand Oui. ils sont assez âgés pour participer, c'est clair que ça rend manger tellement plus fun, plus amusant, parce que les enfants ont, je sais pas, genre organiser les fruits ou des légumes sur l'assiette, ou ils ont mis des choses Mm. dans le blender. Ouais, exactement. Et Ils il adorent adore, ça. il dit les mots comme levure maltais, c'est trop drôle. Tu te dis, à 2 ans et demi, un enfant qui dit ça, c'est trop rigolo, quoi. T'as bien fait, Oui. Ashton. Et c'est vrai que c'est vraiment important que les enfants participent aussi à la cuisine dès un très jeune âge, comme dans notre garderie, à 1 an et demi, ils commencent à râper, à peler. Et à 4 ans, on permet la coupe avec un petit couteau qu'on tient à 2 mains, en faisant sûr toujours d'avoir les 2 mains sur le dessus. Et ils adorent participer. Et c'est fou à quel point, à 4 ans, ils sont capables de couper toutes les carottes pour une énorme soupe. Ils sont rapides et vigilants. Et Mm. c'est spécial. On peut aussi, ben, si vous avez de la place, faire pousser un jardin et récolter et semer, récolter, ensuite laver, cuisiner, de faire partie de notre nourriture au complet. Là, c'est excitant aussi. Ça donne appétit. Et j'allais juste ajouter que ce que je trouve fort intéressant, ça dépasse mes attentes, à quel point les enfants ont une faim pour plutôt les choses qui sont légumes et fruits que ce qu'on aurait pensé. Biscuits et tout ça. Non, ils veulent plus de tout ce qui est plus vivant et plus frais. On dirait qu'ils ont soif pour ça. Alors, vous allez voir que c'est ça. Quand c'est petits pois du jardin, pour la collation, malgré qu'il y aurait un autre aliment qui serait servi, c'est ça qu'ils veulent. Petits pois, ils veulent le persil, ils veulent plus de toutes ces choses vivantes. Je trouve intéressant. J'ai consulté certaines études qui disaient que lorsque la maman allaite et qu'elle se nourrit avec une grande diversité de végétaux, les goûts se transmettent dans le lait maternel et ça fait en sorte que les enfants vont être plus attirés justement par une grande diversité de fruits et légumes. Alors, déjà, la maman, pendant sa grossesse, peut déjà montrer l'exemple à ses enfants. Donc, c'est une bonne chose que la maman se diversifie beaucoup son alimentation pendant sa grossesse. Ça va être plus simple après d'incorporer une grande diversité de végétaux dans l'alimentation de ses enfants. J'ai vraiment gardé en tête ça, franchement. Oui. Bon, après, oui, j'ai étudié la nutrition holistique et tout, donc c'est un peu mon truc. Mais par contre, j'ai réfléchi à ça lorsque je mangeais genre mes feuilles vertes, etc., lorsque j'étais enceinte et tout. Je me suis dit, je vais pas avoir un enfant, on dit en anglais picky, qui, comment dire ça genre capricieux, qui veut pas, qui mange que machin truc. Je voulais pas ça, donc j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, je vais manger toutes ces choses saines pour que il ait ce goût en utero. Et puis après, là, j'allaite. Et donc, je réfléchis à ça. Je veux vraiment qu'il a l'habitude, mon fils, à ses goûts, parce que je pense que ça joue. Je suis persuadée, quoi. Oui, Vraiment. oui. Et même plus, je dirais qu'il y a certains aliments qui étaient plus dominants, disons, dans chacune de mes grossesses. Et ce qui est vraiment fou, j'en reviens pas quand je dis à oh là là, l'enfant qui aura reçu, disons, plus de pommes, c'est celui qui adore ça dans sa vie. C'est celui qui aime le plus les pommes. C'est bizarre. Mais on dirait que l'aliment que j'ai le plus mangé reste l'aliment préféré de l'enfant qu'il a eu. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, Noémie, en fait, on est là, on arrive à la fin de cette classe qui est tellement intéressante, je pourrais en parler pendant des heures. Noémie va partager l'activité de la semaine avec tout le monde. Tout à fait. Alors, l'activité de la semaine est assez simple au final, c'est de faire un repas vegan et pourquoi pas même un snack vegan, étant donné que c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Je vous ai également mis le lien vers ma page internet où vous avez plein d'idées de snacks vegan. Donc, n'hésitez pas à en faire, à nous taguer sur Instagram, un monde sain, à nous partager toutes vos idées. Merci à tous. Est-ce que vous voulez partager une page ou un service, Andrea?
Oh, bien, je n'ai pas de page à partager, pas encore, je travaille ça, mais mon adresse courriel, si jamais quelqu'un veut me poser une question directement, ça se fait mon nom, andreahackwell@gmail.com. C'est peut-être Merci mieux de beaucoup. le mettre aussi dans le chat Oui, pour que les gens puissent n'hésitez pas à le participer. mettre dans le chat. Ouais. Arsena, est-ce que tu as un service à nous partager, une page Internet? Oui, je l'avais mis dans le chat, c'est Boomin Ayurveda, donc B2OMIN. Et normalement, il y a ma petite tête qui apparaît. Donc, on me reconnaît. Super, merci beaucoup Adeline. Merci. Non, moi, je n'avais pas de site ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous pouvez en parler aux médecins autour de vous pour Oui, que cette passez le communauté message. grandisse et que enfin les gens s'y intéressent parce qu'on ne connaît pas la nutrition végétarienne en médecine, malheureusement. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Ouais, Merci. plein d'idées préconçues à changer, exactement. Anne-Marie? Alors, moi, c'est toujours la clinique renversante, qui est un programme qui aide à faire le virage végétal. Donc, cliniquerenversante.com, tout simplement. Merci. Neil, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Le mot de la fin? Un mot de merci pour tous nos invités et tout le monde ici. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne Merci. soirée. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Bye bye.